Salut la team ancienne star. Je n'ai fait que jeter un œil distrait, lever la tête vers la foule, et il a juste flashé à ma tête à 60 centimètres. J'ai simplement fait comme ça, comme pour chasser une mouche. Imaginez la scène, une arène bondée, électrique, remplie de champions de karaté, de journalistes et de curieux. On est en 1967 et presque personne en Occident n'a encore vu du vrai kung-fu en combat réel. Un jeune Bruce Lee monte sous les projecteurs au tournoi international de karaté de Long Beach. Il commence par des démonstrations ludiques, pompe sur deux doigts, coups de pied fulgurants, mouvements trop rapides pour l'œil humain. Puis arrive le défi qui restera gravé dans les mémoires pour des générations. Un combat qui dure quelques secondes seulement, mais qui réécrit toute l'histoire des arts martiaux. Son affrontement record contre le champion Victor Moore a changé le karaté à jamais. Avant les projecteurs, avant de devenir une icône mondiale, Bruce Lee n'était qu'un jeune homme qui essayait de faire ses preuves dans un monde qui ne connaissait pas encore son nom. Né à San Francisco en 1940, mais élevé dans les rues agitées de Hong Kong, Bruce a grandi dans une culture où les arts martiaux étaient bien plus qu'un sport. C'était la survie, la discipline, l'identité, une bouée dans une ville prête à l'écraser. Adolescent, il se retrouvait sans cesse dans des bagarres de rue. Il était rapide, audacieux, sans peur, mais il manquait de direction. Cette direction, il l'a trouvée en commençant l'entraînement Wing Chun sous le légendaire Ip Man. Le Wing Chun n'avait rien à voir avec les styles tape à l'œil de l'opéra chinois. C'était du combat rapproché, pratique, conçu pour la rue. Bruce a absorbé les leçons à une vitesse folle, garde les mouvements simples, attaque en ligne directe, ne gaspille jamais d'énergie. Mais il posait déjà des questions. Pourquoi bloquer comme ça quand une autre façon serait plus rapide? Pourquoi se limiter à un seul style quand chaque technique a quelque chose à enseigner? Quand il revient aux États-Unis à la fin des années 50, il porte bien plus que des connaissances martiales, une curiosité insatiable et l'envie brûlante de prouver que le kung-fu n'est pas une vieille tradition figée, mais un système de combat vivant. À Seattle, il ouvre une petite école. Puis à Oakland et Los Angeles, ces écoles grossissent. Il entraîne des élèves de tous horizons, boxeurs, karatékas, même des acteurs d'Hollywood. Sa philosophie prend déjà forme. Les arts martiaux doivent donc s'adapter, évoluer, couler, jamais rester prisonniers de schémas rigides. Pourtant, le monde martial américain reste sceptique. Le karaté explose, le judo est respecté, la boxe règne. Le kung-fu? Ça sonne exotique, mystérieux, peut-être inutile. Les gens se demandent, ce jeune homme mince et plein d'énergie peut-il vraiment tenir tête aux champions de karaté? C'est pour ça que les tournois deviennent son terrain de preuve, pas pour les trophées, mais pour montrer devant des foules et des experts sceptiques ce qu'il sait vraiment faire. Sa première grande percée arrive en 1964 à Long Beach. Il laisse la salle bouche bée avec son coup d'un pouce et ses frappes en rafale. 3 ans plus tard, en 1967, il revient, plus affûté, plus rapide, prêt à marquer l'histoire du combat pour toujours. Été 1967. Bruce Lee n'est plus un simple curieux dans la foule. Il a déjà impressionné 3 ans plus tôt, mais cette fois, il revient avec une mission. La communauté martiale doute encore de la praticité du kung-fu. Le karaté domine, le judo a le prestige olympique, la boxe est roi. La question qui flotte dans l'arène est simple. Bruce Lee peut-il prouver que le kung-fu n'est pas que du spectacle, mais du vrai combat? Le tournoi est blindé de stars. Chuck Norris, Mike Stone, Joe Louis, des noms qui font trembler le circuit. S'il échoue devant eux, sa réputation risque de ne jamais s'en remettre. Mais Bruce arrive confiant. Il commence par des exploits de force et de contrôle. D'abord les fameuses pompes sur deux doigts, corps parfaitement droit. Il descend et remonte en équilibre total sur deux doigts seulement. La salle retient son souffle, puis il se bande les yeux et appelle son élève Tak Kimura. Ce qui suit est une leçon de maîtrise pure. Kimura lance coups de poing et coups de pied. Bruce intercepte tout, esquive comme s'il voyait l'attaque avant qu'elle parte. Comment peut-on combattre sans voir?
Pour Bruce, c'est la preuve que la vraie maîtrise repose sur l'instinct, le timing, l'adaptabilité, pas sur des formes rigides. Le public est en transe, les champions de karaté se penchent en avant. Et là, un homme monte sur scène, Victor Moore, 4 fois champion du monde de karaté, ceinture noire, 10e dan, respecté et craint. S'il y a quelqu'un capable d'exposer Bruce Lee, c'est lui. Ce qui va suivre restera gravé à jamais. En quelques secondes seulement va se dérouler le légendaire défi de vitesse entre Bruce Lee et Vic Moore, capturé dans une vidéo qui choque encore aujourd'hui les historiens des arts martiaux. Vic Moore avance, l'ambiance change. S'il prouve que Bruce n'est qu'un showman, la crédibilité du kung-fu s'effondre. Bruce explique calmement les règles. Il va lancer un coup de poing. Si Vic Moore arrive ne serait-ce qu'à toucher sa main pendant le trajet, Bruce reconnaîtra sa défaite. Pas de chaos, pas de combat long, juste un contact. Ça paraît simple, tout combattant entraîné s'est bloqué. Mais là, ce n'est pas une question de force, c'est une question de vitesse, une vitesse jamais vue. Bruce prend sa garde, à peine un frémissement, et d'un coup son poing jaillit comme l'éclair, s'arrête à un cheveu du visage de Moore. Le coup est déjà revenu avant que Moore ait bougé. La salle explose en exclamations. Bruce recommence. Même résultat. La main de Moore reste collée à sa garde, figée. Il répète encore et encore. À chaque fois, son poing passe au travers des défenses, comme s'il n'y en avait pas. La vidéo existe toujours. Même au ralenti, la caméra peine à suivre. Ce que le public a vu en quelques secondes est étudié depuis des décennies. Des années plus tard, Vic Moore dira qu'il a bloqué certains coups et même touché Bruce. Problème, aucune autre vidéo, aucun témoin ne confirme. Des centaines de spectateurs, dont Chuck Norris et Joe Lewis, ont vu la même chose. Le champion du monde n'a pas posé un doigt sur Bruce Lee. Le débat s'arrête là pour beaucoup. Ce défi est légendaire non seulement par le résultat, mais par ce qu'il signifie. À l'époque, les tournois, c'est des points, des frappes mesurées, des techniques contrôlées. Bruce, lui, veut montrer le vrai combat. Sa philosophie intercepte l'attaque avant même qu'elle parte. Ce principe deviendra le cœur du Jeet Kune Do, la voie du point qui intercepte. Et intercepté, il l'a fait. Les défenses de Moore, affûtées par des années de tournois, n'ont rien pu faire contre cette vitesse record. Ce n'était pas une question de force ou de taille. Bruce était plus petit, plus léger. C'était du timing, de la précision, des réflexes si rapides que dès que l'adversaire pense bouger, Bruce est déjà là. La foule quitte Long Beach sans le moindre doute. Ils viennent de voir l'inoubliable. Ce bout de vidéo où Bruce dépasse un champion du monde reste l'un des plus rares et légendaires de l'histoire martiale. C'est le moment où Bruce passe d'étoile montante à champion incontestable. Mais Bruce, ce n'était pas que la vitesse. Ensuite, il va montrer une autre facette, la puissance. Si la vitesse le rend intouchable, son coup d'un pouce record va prouver que chaque frappe peut être dévastatrice. La vitesse seule ne fait pas un grand combattant. Être le plus rapide ne sert à rien si le coup ne fait pas mal. Bruce le savait. Il a travaillé sans relâche pour allier vitesse et puissance explosive. Son exemple le plus célèbre, le coup d'un pouce. Après avoir étourdi la salle avec Vic Moore, il se place devant un grand volontaire, pose son poing à 2 centimètres de sa poitrine, lui dit de se préparer, puis d'un mouvement court et explosif, il envoie l'homme voler plusieurs mètres en arrière, percutant les spectateurs. La foule devient hystérique. Même au ralenti, on voit à peine le corps de Bruce bouger. Pourtant la force est écrasante. Comment ? Pas de magie. Pure biomécanique, il a étudié comment générer une force maximale avec un minimum de mouvement. Il a entraîné ses fibres rapides, appris à exploser à la commande, utilisé hanches, épaules et jambes en parfaite synchronisation pour canaliser toute l'énergie en une fraction de seconde. Il a même piqué des idées à l'escrime, le poing comme une lame, direct, tranchant, imparable. À l'époque, en boxe, on garde la main forte en arrière pour les gros coups. Bruce inverse tout, la main avant devient l'arme rapide, précise et étonnamment puissante. Le coup d'un pouce n'était pas du spectacle gratuit.
Il prouvait qu'une force dévastatrice peut naître de l'économie de mouvement. Zéro gaspillage, zéro élan, pure efficacité. C'était toute la philosophie de Bruce, combat plus malin, pas plus fort. Des études modernes ont montré que les boxeurs peuvent générer plus de 1000 livres de force. Le coup d'un pouce de Bruce, jamais mesuré en labo, est estimé au moins équivalent, voire supérieur, malgré la distance ridicule. Pas étonnant que ces démonstrations soient entrées dans la légende. Mais pour Bruce, ce n'était pas qu'un stunt, c'était la preuve que les arts martiaux doivent viser l'efficacité, pas la tradition. Pourquoi perdre du temps avec des mouvements compliqués si une seule frappe directe suffit? Cette idée deviendra la base du Jeet Kune Do. La vitesse et la puissance de Bruce étaient hallucinantes, mais il ne voulait pas être remembered seulement pour des coups spectaculaires. Pour lui, le combat n'était que la surface. Ce qui comptait, c'était la philosophie dessous. Il croyait que les arts martiaux devaient dépasser les styles rigides et les traditions. À l'époque, karaté, judo, kung-fu, règles strictes, katas, formes mémorisées, loyauté absolue au style. Bruce respectait la tradition, mais il en voyait les limites. Et si un mouvement était beau à l'entraînement mais inutile en vrai combat, pourquoi se limiter quand le monde regorge de techniques? Il était direct, absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas, ajoute ce qui t'appartient. Jeet Kune Do, la voie du point qui intercepte, naît de ça. Au lieu d'être enchaîné à un seul style, il invite à emprunter, adapter, personnaliser. Du Wing Chun, il garde les chaînes de coups et les blocages d'interception. De la boxe, le jeu de jambes et le rythme. De l'escrime, les attaques directes. Du judo et du grappling, le contrôle et les leviers. Il coud tout ça ensemble pour créer quelque chose de nouveau, une méthode qui valorise la liberté plus que la forme. Mais le Jeet Kune Do n'est pas seulement physique, il est mental. Le plus grand adversaire, ce n'est pas celui en face, c'est toi. Le doute, la peur, la colère, la rigidité. L'histoire de la tasse vide, si ton esprit est déjà plein d'idées fixes, tu ne peux rien apprendre de nouveau. Vide ta tasse d'abord. Et puis la métaphore la plus célèbre. Sois comme l'eau, mon ami, coule quand il faut, fracasse quand il faut, ne t'accroche jamais aux formes. Adapte-toi, que ce soit au combat ou dans la vie. À l'époque, c'était presque une hérésie. Bruce n'avait pas peur de la controverse. Il construisait une voie qui inspirerait des générations. Rien ne le prouve mieux que les rares vidéos où on le voit vraiment combattre ses élèves, fluide, imprévisible, dévastateur. Peu de vrais combats filmés de Bruce Lee existent. La plupart des images viennent des films ou des démonstrations. C'est pourquoi les bouts de vidéos de Long Beach 1967 sont si précieux. On y voit Bruce en combat réel, on le reconnaît facilement avec la bande blanche dans le dos. Son élève ouvre avec un sidekick tranchant. Bruce l'intercepte instantanément. Ce n'est pas un hasard, c'est tout le Jeet Kune Do. Arrêter l'attaque avant qu'elle touche. L'élève enchaîne les coups de pied. Bruce glisse, neutralise juste ce qu'il faut, puis une rafale de poings au visage. Au lieu de bloquer ou reculer, Bruce contre avec 2 coups ultra rapides. Touché net, l'élève recule. L'élève insiste, feinte et direct. Bruce bloque et envoie un genou puissant en pleine tête. Le protège absorbe, mais tout le monde sait, sans ça, c'était le chaos. À un moment, l'élève lance un nouveau point. Bruce frappe en premier, touche au visage, balaye, suit au sol d'un coup retenu mais précis. Si c'était un vrai combat, c'était fini. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement la vitesse ou la précision, c'est le contrôle. Il n'humilie pas, il enseigne. Rapide, décisif, efficace. Aucun mouvement perdu, aucun échange interminable. Domination totale par le timing et l'adaptation. Pour Chuck Norris, Mike Stone, Joe Louis dans le public, c'est une révélation. Ils ont passé des années dans des systèmes structurés, katas, règles de tournoi. Bruce leur montre le combat sans règles. Cette influence va traverser l'histoire et poser les bases du MMA moderne. La vidéo de Long Beach ne fait pas que marquer les esprits.
Elle plante les graines du plus grand changement martial du siècle. Jusqu'alors, chaque style reste dans sa voie. Bruce brise les murs en montrant que le kung-fu est brutalement efficace. Chuck Norris, Joe Lewis, Mike Stone admettront plus tard l'impact énorme de Bruce sur leur entraînement. Joe Lewis, père du kickboxing américain, dira que Bruce l'a aidé à mélanger karaté et boxe. Chuck Norris, 6 fois champion du monde, s'entraînera en privé avec lui et intégrera sa philosophie. L'idée d'emprunter à tous les styles, c'était révolutionnaire dans les années 60. Aujourd'hui, c'est la base de l'UFC et du MMA. Et puis, il y a la philosophie, celle qui dépasse le ring. Sois comme l'eau. Ce n'était pas une phrase accrocheuse, c'était une façon de vivre, adaptable, fluide, imprévisible. Cette leçon a touché athlètes, acteurs, chefs d'entreprise, gens ordinaires. Le combat de Long Beach, quelques secondes à peine, est devenu un symbole. Les arts martiaux, ce n'est pas mémoriser des mouvements, c'est penser, s'adapter, frapper quand il faut. Bruce est devenu plus qu'un champion, il est devenu un professeur pour tous ceux qui veulent maîtriser le combat et eux-mêmes. Des décennies plus tard, on revient encore à ce tournoi légendaire, à ce bout de vidéo, pour se souvenir de l'homme dont l'influence ne s'éteindra jamais. Le combat de Bruce Lee à Long Beach restera à jamais dans les mémoires, rapide, choquant, mais surtout symbole de liberté, liberté des styles rigides, liberté du doute, liberté de devenir plus grand. C'est pour ça que, même 50 ans après sa mort, Bruce Lee reste ce qu'il était cette nuit-là, un champion. Son combat légendaire de Long Beach n'a duré que quelques secondes, mais il a changé les arts martiaux pour toujours. Selon vous, quelle a été sa plus grande influence? La vitesse, la puissance ou la philosophie? Dites-le nous en commentaire, on adore vous lire. Pour l'instant, on se quitte là. À très vite